Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 38e séminaire Lunch and Learn de la chaire. On est très content de vous accueillir puisqu'on est en équipe aujourd'hui. Je voulais accueillir Éléonore Delanoë qui va co-animer ce séminaire avec moi. Bonjour à vous. Saluer aussi Gaëtan Lefebvre qui va animer le chat et le live tweet, puisqu'on va vous donner un hashtag dans quelques instants, et ma collègue Anne-Claire Pache qui va conclure le séminaire, à qui je donnerai la parole à la fin pour vous parler des actualités de la chaire et des prochains grands rendez-vous. On a ce séminaire en Zoom, c'est la deuxième fois qu'on utilise ce format, puisque la première fois c'était pendant le confinement avec notre dernier séminaire sur l'intelligence artificielle et la philanthropie. Donc on reprend le même format pour ceux qui avaient déjà participé. Je vais laisser dans quelques minutes Éléonore vous expliquer un peu le cœur du sujet. On va parler aujourd'hui de réchauffement climatique et de philanthropie. Que peut faire la philanthropie face au réchauffement climatique? Je vais donc être très bref sur cette introduction. Je vais surtout vous rappeler quelques règles de fonctionnement pour notre séminaire. Donc normalement, vous voyez les slides s'afficher. Alors vous êtes par défaut visible avec votre caméra et avec le micro désactivé, ce qui nous permet en fait de vous voir, mais de pouvoir éviter la cacophonie. Alors évidemment, on pourra vous donner la parole. Juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous renommer si vous voulez afficher votre nom et votre organisation. C'est une manière de faire connaissance. Alors vous pouvez le faire normalement en faisant un clic droit sur votre écran, sur votre caméra qui s'affiche. Vous pouvez cocher l'option renommer. Donc si vous voulez afficher votre nom entier et votre organisation, ça nous aidera ensuite pour la discussion et ça permet de savoir qui est là dans la salle. Un point important, donc on va avoir deux présentations comme à notre habitude. D'abord Édouard Morena et ensuite Alexandre Florentin. On aura du temps pour des questions après chaque intervention. Donc deux façons de poser vos questions. La première, c'est d'utiliser le chat, l'outil conversation de Zoom. Vous pouvez cliquer sur l'icône en bas converser et donc vous pouvez en fait poser vos questions à l'écrit, ce qui permet en fait, nous on peut les voir en direct et essayer de sélectionner celles qu'on posera aux intervenants. Il y a une autre façon de poser vos questions, c'est de demander la main. Donc vous pouvez lever la main en fait avec Zoom, c'est un outil qui se trouve dans l'onglet participants. Vous avez la petite main bleue, levez la main, donc vous pouvez le faire, comme ça on vous voit et on peut aussi vous donner la parole et là vous pourrez activer votre micro pour poser vos questions. On limite le temps de questions en fait après les interventions. On va laisser en fait nos intervenants faire leur présentation pendant 15 minutes à peu près, mais vous aurez largement le temps de poser vos questions juste après les présentations. Ce séminaire, comme le précédent, sera enregistré pour pouvoir être en fait réécouté. On a instauré, grâce à ma collègue Gaëtan, un live tweet. Donc c'est le hashtag ShareFILL pour Lunch and Learn. Donc voilà, si vous souhaitez live tweeter, vous pouvez le faire en utilisant ce hashtag. Voilà pour les instructions principales. Pour commencer notre exploration du thème philanthropie et réchauffement climatique, on vous propose un exercice un peu interactif. On va composer ensemble un nuage de mots avec justement des idées, des choses que vous évoque ce thème philanthropie et réchauffement climatique. Alors pour ce faire, je vais en fait vous montrer on va utiliser un outil en ligne. Donc si vous êtes connecté, vous allez pouvoir, en parallèle de notre discussion, vous allez pouvoir aller sur menti.com, donc ça s'écrit www.menti.com. Je pense qu'on peut aussi vous indiquer le lien dans le chat. Je ne sais pas si Gaëtan veut bien le mettre, comme ça vous aurez un lien direct. En fait, vous allez sur www.menti.com et vous rentrez le code 17 97 72 8. C'est en fait le code qui va vous donner accès à
l'écran justement pour pouvoir rentrer vos mots-clés. Ce qu'on vous propose pour ouvrir cette session, c'est de nous dire ce qu'évoque pour vous la thématique climat et philanthropie, en 3 mots. Donc vous allez voir trois champs pour rentrer un mot dans chaque champ. Le premier, ça peut être un enjeu ou un aspect prioritaire du réchauffement climatique ou du climat qui vous touche, qui vous intéresse. Le deuxième mot, on vous demande un sentiment, une émotion, un ressenti personnel sur le thème climat et philanthropie. Et le troisième mot, eh bien, ce sera un moyen d'agir, un moyen d'action, peut-être un mot qui désigne ce que peut faire, par exemple, la philanthropie pour agir sur la cause climatique. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, on a ce lien, donc www.monty.com, utilisez le code 17 97 72 8, et en fait, vos mots vont apparaître en direct sur l'écran. Donc voilà, on se donne quelques minutes pour le faire. Je vois les premiers mots qui arrivent. Donc, un enjeu en 1, un sentiment en 2 et un moyen d'action en 3. Voilà, on se donne quelques minutes, on va voir vos mots arriver en direct. Donc, merci à ceux qui sont en train de noter leurs idées. Donc, je vous rappelle les 3 mots, un enjeu, un sentiment et un moyen d'agir. Et utilisez s'il vous plaît un seul mot à chaque fois, comme ça on a un beau nuage de mots-clés qui est en train de s'afficher. Et comme vous le voyez, comme vous allez le voir, le nuage évolue en temps réel et les mots les plus écrits en grand sont évidemment les mots les plus utilisés puisqu'il y a, voilà, on regroupe les mots que vous utilisez. Donc on se donne encore peut-être 30 secondes. Pour ceux qui le veulent encore, n'hésitez pas à ajouter votre pierre à l'édifice. On vous partagera ce nuage de mots à l'issue du séminaire, mais on trouve que c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet et c'est une bonne façon aussi d'introduire la présentation d'Éléonore, à qui je vais donner la parole dans un instant, qui va introduire nos intervenants également. Voilà, je crois qu'on peut, si vous pouvez continuer à entrer vos mots, mais en tout cas, on a un beau nuage de mots qui s'affiche. Éléonore, je vais te laisser la parole pour la suite, si tu veux commenter le nuage et puis nous introduire le sujet et nos intervenants. C'est à toi. Merci à tous. Oui, tout à fait. Merci pour ce nuage de mots. On voit qu'il y a déjà beaucoup de mots, ce qui montre qu'il y a une grande diversité dans les ressentis, dans les modes d'action possibles, dans les enjeux auxquels vous avez pensé. Et les mots les plus gros, les mots qui ressortent le plus, évidemment, sont ceux qui ont été le plus cités. Donc, on a l'impression qu'il y a un très, très gros consensus autour de l'urgence de la situation. En termes de sentiments, alors on a des sentiments assez forts comme la peur, l'espoir, l'anxiété, donc négatif, mais aussi un certain optimisme. Et en termes de mode d'action, alors on a l'investissement, l'action, le plaidoyer, s'engager. On a l'éducation aussi. Donc c'est des modes d'action qui semblent correspondre à l'univers de la philanthropie et de la finance, mais aussi de l'action citoyenne et du monde associatif en général. Donc, ce serait assez intéressant de voir comment ces notions vont se retrouver dans les propos de nos intervenants. Mais tout d'abord, j'ai partagé quelques chiffres rapides avec vous sur le climat pour éclairer ce nuage de mots. Donc, ce sentiment d'urgence, il correspond peut-être au fait que la température mondiale moyenne a déjà augmenté de 1 degré par rapport à la période 1850-1900. Et le risque climatique figure parmi les principaux risques planétaires d'après le World Economic Forum, devançant les pandémies, par exemple, du point de vue à la fois de la probabilité et de la gravité de la crise. Alors, comment éviter que la planète ne se réchauffe davantage? Eh bien, d'après les estimations des économistes, pour éviter un réchauffement de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, c'est 50 000 à 90 milliards de dollars dont nous aurions besoin sur les 15 prochaines années pour financer les différentes politiques de la transition.
Donc, c'est beaucoup. Par comparaison, le PIB mondial annuel, le produit intérieur brut mondial annuel, s'élève à 80 000 milliards de dollars. Donc, c'est un enjeu énorme qui nécessite des moyens très importants. Et la question qu'on va se poser durant ce séminaire, c'est comment la philanthropie peut-elle contribuer à résoudre cette crise? Pour en parler avec nous, nous avons réuni 2 intervenants, comme à notre habitude, un chercheur et un praticien. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Édouard Morena, qui va nous présenter un panorama de ce qu'a fait jusqu'à présent la philanthropie dans le domaine climatique. Édouard Morena est chercheur, spécialiste des politiques climatiques, de la philanthropie et des mouvements sociaux. Et il enseigne à l'University of London Institute in Paris. Et il a déjà publié 2 livres sur le climat. En 2018, il a publié Le coût de l'inaction climatique, Fondation climatique et débat international sur le climat. Et en 2019, il a publié un livre sur la dimension sociale de la transition écologique, en anglais Just Transition, Social Justice in the Shift Toward a Low Carbon World, c'est-à-dire en français Transition juste, la justice sociale dans la transition vers un monde bas carbone. Et ensuite, dans une deuxième partie du séminaire, nous allons réfléchir avec Alexandre Florentin. Alexandre Florentin qui est consultant à Carbone 4. Carbone 4, que vous connaissez peut-être, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies bas carbone et dans l'adaptation au changement climatique. Et donc, il va nous partager son point de vue en tant que consultant sur ce que peuvent faire les fondations. Alexandre Florentin a été très actif en termes d'engagement cet été, puisqu'il a été élu conseiller de Paris aux dernières élections municipales. Et en juin, il a publié l'ouvrage Le climat change et nous. Donc, c'est un manifeste sur l'écologie qui présente les différentes options dont on dispose pour s'engager pleinement dans les transitions qui s'annoncent. Et vous avez les liens des ouvrages dans le chat. Alors, avant de laisser la parole à Édouard Morena pour son bilan de l'action de la philanthropie climatique, nous aimerions d'abord vous poser une question et faire un petit sondage pour connaître votre opinion sur ce que, selon vous, la philanthropie a apporté jusqu'à présent au climat. Donc, le sondage s'affiche. À quel point pensez-vous que la philanthropie se soit mobilisée sur les questions climatiques au regard de ses capacités? Pas du tout, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Je vous laisse répondre et on affichera les résultats dès que vous aurez répondu. Alors, pas du tout 6%. On a une majorité de un peu et modérément, 47 et 41%. Et beaucoup, énormément, beaucoup moins. Donc, vous avez un sentiment assez mitigé sur l'investissement de la philanthropie jusqu'à ce jour. Je vais laisser Édouard Morena nous dire ce qu'il en est d'après ses recherches sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Et je m'excuse par avance parce qu'il semblerait qu'il y ait un sorte de bruit de fond sur mon ordinateur. Enfin, c'est un peu on va dire presque une victime collatérale du réchauffement climatique, dans le sens où il est obligé de ventiler beaucoup parce qu'il fait très chaud dans la pièce en ce moment. Donc, je m'excuse pour ce bruit de fond. Donc, en fait, ce que je vais faire pendant les 20 quelques minutes qui suivent, c'est très, très rapidement vous raconter en quelque sorte plusieurs histoires, donc plusieurs histoires, plusieurs initiatives qui ont été faites par des fondations pour essayer de justement contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et je vais me focaliser plus particulièrement sur une initiative qui me semble particulièrement pertinente, d'autant plus que, à mon sens, c'est la principale ou la plus grande initiative philanthropique autour de la question du climat. C'est une initiative qui avait été lancée en 2007-2008 et qui était structurée autour d'une fondation qui s'appelle la Fondation Climate Works, dont vous avez peut-être entendu parler. Et du coup, donc c'est aussi quelque part cette initiative, c'est une initiative que j'ai beaucoup étudiée justement dans le cadre de mes recherches sur la philanthropie climat. Alors, juste quelques mots en fait pour donner en quelque sorte
pour raconter un peu les origines de cette initiative. Alors en fait, c'est une initiative qui a été lancée par plusieurs fondations nord-américaines pour la plupart, essentiellement aussi concentrées sur la côte ouest, donc dans la région de San Francisco, et qui, au milieu des années, la première décennie des années 2000, souhaitait finalement réfléchir à une manière efficace de contribuer en tant que fondation à la lutte contre le réchauffement climatique. Et quelque part, il partait de plusieurs constats. Tout d'abord, la taille du problème. Donc, l'urgence climatique, le changement climatique, c'est un enjeu global, c'est un enjeu qui a des dimensions énormes, qui touche tous les secteurs de l'économie, qui implique aussi une transformation profonde de l'économie et de nos sociétés. Et ça, c'est un point important parce que c'est un point qu'il reconnaissait dès le départ, cette idée que finalement, pour pouvoir limiter la hausse des températures, il faudrait de toute façon radicalement transformer nos sociétés. Donc, quelque part, il s'appuie aussi sur un objectif partagé non seulement par les philanthropes, mais aussi par une grande majorité, on va dire, de la communauté scientifique. C'est-à-dire que voilà, il y a un certain niveau d'émissions, en tout cas, il y a une certaine hausse des températures qui est en quelque sorte gérable, et donc il faut à tout prix faire en sorte de s'assurer que les hausses de température se limitent notamment à 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc cet objectif, il est partagé, encore une fois, et il est partagé par, on va dire, l'ensemble des acteurs aussi concernés par la question du climat. Là où ces fondations, on va dire, ont une approche qui est assez originale, c'est plutôt sur leur théorie du changement, c'est-à-dire comment finalement réussir à maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2 degrés. Et donc c'est vraiment sur cette question finalement de les stratégies à adopter que ces fondations vont être assez innovantes. D'autant plus qu'elles faisaient face à un deuxième défi important, c'est-à-dire que les fonds consacrés par les fondations à la question climatique, en tout cas labellisés climat, étaient minimes, notamment à l'échelle américaine. Ils estiment que c'était à peu près 2% du total des fonds philanthropiques. Et ça représente, on va dire, en termes de finances climatiques, on va dire, on estime que ça représente l'argent dépensé par les fondations sur les questions climatiques, c'est environ 0,1% du total des finances, des moyens financiers alloués à cette question. Donc, ils devaient faire face à la taille du problème et en même temps à des moyens limités. Ils avaient des moyens limités. Et donc, l'enjeu pour ces fondations, c'est d'avoir un impact, l'impact maximum avec des moyens limités, en quelque sorte, avoir un retour sur investissement le plus fort possible. Deuxième enjeu aussi, c'était d'essayer d'élargir la palette des financeurs climat. Donc, l'une des grosses questions, c'est aussi de dire, bon, essayons de faire en sorte que l'on n'ait pas 2 ou 3% des fonds philanthropiques alloués au climat, mais que ça augmente. Encore une fois, compte tenu de l'urgence aussi, comme vous l'avez mentionné, du problème. Et enfin, autre enjeu, c'était du coup pour réussir à repenser aussi sa manière de fonctionner en tant que fondation. Être beaucoup plus proactif, être beaucoup plus engagé aussi en tant que fondation et aussi être beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire mettre en place notamment des systèmes d'évaluation chiffrés de l'impact des investissements effectués par les fondations. Donc, il y avait aussi une sorte de volonté, quelque part, afin d'optimiser le retour sur investissement, il fallait aussi complètement repenser sa manière de fonctionner en tant que fondation. Et là, donc, ce que j'ai projeté, c'est juste pour vous donner une idée, au fait, ce qui est aussi important à soulever, c'est finalement que cet espace des fondations très actifs sur le climat, c'est un espace très restreint. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs qui mettent beaucoup d'argent. Donc, les fondations que vous voyez, notamment la fondation Hewlett et Packard, qui sont 2 fondations privées, donc situées dans la région de San Francisco, sont, on va dire, même les principaux acteurs de cet espace de la philanthropie, mais ils concentrent à eux seuls 48%, d'après ces chiffres, donc pratiquement 50% de tout l'argent de la philanthropie qui va dans l'espace climat. Et ça, on va voir, ça va aussi avoir des conséquences importantes sur les stratégies déployées. Alors, qu'ont fait ces fondations, et notamment la fondation Packard et la fondation Hewlett, en 2007, ils ont fait appel à une boîte de conseil qui s'appelle California Environmental Associates, qui
en fait, regroupe aussi plusieurs anciens de McKinsey, donc, notamment Andreas Merkel, qui était de McKinsey, qui travaille pour eux, et il leur demande de produire un rapport qui, quelque part, offrirait en fait une stratégie pour les fondations, pour justement qu'elles s'engagent de manière efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, dans ce rapport qui est disponible sur le site de ClimateWorks, donc la fondation ClimateWorks, c'est un rapport assez intéressant parce qu'au fond, il pose le problème, mais il cherche aussi à montrer quels sont les avantages comparatifs de la philanthropie, notamment par rapport au gouvernement et aussi au secteur privé. Et parmi ces avantages comparatifs qui mettent en évidence, c'est la flexibilité, le fait que effectivement, les fondations ont une capacité, ont une flexibilité, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un conseil d'actionnaires ni de la prochaine échéance électorale. Donc, elles peuvent aussi prendre plus de risques, elles peuvent aussi être beaucoup plus réactives. Donc, ce sur quoi insiste ce rapport, c'est bien sur le fait que la fondation a vraiment un rôle important à jouer pour contribuer finalement à cet enjeu. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ils insistent aussi sur justement le besoin d'adopter une approche stratégique centrée sur le data, donc le plus chiffré possible, mais aussi avec tout un système de mesures d'impact. La question de l'impact, elle est vraiment considérée comme centrale. Et donc, en matière stratégique, ça veut aussi dire, quelque part, avoir une approche stratégique en termes de là où on met l'argent. Et donc là, l'idée, c'était clairement d'avoir une approche globale à l'échelle du monde, encore une fois, compte tenu de l'échelle du problème. Et ça va déboucher sur ce qui s'appelle le ClimateWorks Sudoku, qui va être repris donc, par la fondation ClimateWorks, qui va être créée, dont je vais parler dans un instant. Et là, comme vous pouvez le voir dans ce Sudoku, on cible des secteurs, donc l'énergie, la construction, etc., et on cible des régions, et donc ils ont produit tout un tas de données pour essayer d'identifier là où il y avait le plus de potentiel en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de dire, bon, alors pour chaque région et pour chaque secteur, dans certaines régions, il fait sens de mettre l'argent des fondations plutôt dans tel secteur, dans des actions qui ciblent plutôt tel secteur. Donc là, vous avez par exemple le cas des États-Unis. Eh bien, on voit qu'ils insistent sur le fait qu'il faut absolument mettre le paquet sur les questions d'énergie, sur les questions du bâti, de la construction, etc., etc. Donc, l'idée, encore une fois, c'est toujours dans cette idée d'avoir une approche stratégique et là, encore une fois, une approche chiffrée en disant, voilà, si on se débrouille bien, si on est efficace en termes de stratégie, on va pouvoir contribuer tant d'émissions de gaz à effet de serre en moins dans l'atmosphère en tant que fondation. Donc, à partir de là, donc sur le dos de ce rapport qui date de 2007, les fondations, la plupart des fondations qui ont financé ce rapport vont décider de créer en fait des nouvelles fondations, dont la fondation ClimateWorks que vous avez au centre, mais également d'autres fondations qui vont avoir une dimension régionale. Donc, la Energy Foundation, en fait, qui existait déjà dans les années 90, va être intégrée à ce réseau, mais on va aussi financer ou créer des nouvelles fondations en Inde avec Shakti, en Chine avec la Energy Foundation China, en Europe avec la Fondation européenne pour le climat, etc., etc. Et à chaque fois, l'idée, c'est de dire, là aussi, pour avoir le plus d'impact, c'est de faire en sorte que quelque part, ClimateWorks et ses fondations régionales, donc dans les régions qu'on considère comme étant clés, eh bien, elles vont réceptionner les fonds de fondations existantes, donc que vous voyez en haut de la feuille, qui vont donc faire transiter leurs fonds dans ces fondations spécialisées, qui vont à leur tour redistribuer l'argent de manière, encore une fois, stratégique, pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublons, pour être sûr que finalement l'argent soit utilisé de la manière la plus efficace possible en termes d'impact. Et donc, c'est ce qu'on va appeler, alors en anglais, je ne sais pas quel est le mot en français, mais on appelle ça des pass-through foundations ou regranting foundations, c'est-à-dire que c'est des fondations qui auront pour seul but de redistribuer des fonds philanthropiques existants. Et donc, c'est ce modèle-là qui va être mis en place en fait en 2008, et donc dans un contexte aussi qui est particulier, qui est celui de l'avant Copenhague. Donc, on voit aussi la conférence de Copenhague de 2009, donc la COP 15, en ligne de mire, et aussi dans un contexte politique
où les États-Unis, notamment avec l'élection de Barack Obama, on se dit, voilà, les vents sont favorables pour justement essayer de pousser une stratégie efficace, avoir un impact dans le domaine, sur la question climatique et engager quelque part les fondations sur cette. Alors, en matière de ce que proposent les fondations et ce qu'elles financent, finalement, ce que vont faire les fondations, c'est aussi, là aussi, compte tenu de l'échelle du problème, c'est de chercher à influencer les politiques publiques. Notamment, donc, en fait, à travers ces fondations, les cibles principales de ces fondations, là où va aller l'argent, c'est surtout dans des think tanks, dans des organismes spécialisés qui vont chercher aussi à accompagner les décideurs politiques pour faire en sorte qu'ils mettent en place des mesures, alors plutôt pas tant des mesures coercitives, mais plutôt des mesures incitatives pour faire en sorte aussi que du coup, on ait cette transition bas carbone, que les acteurs notamment privés, les entreprises aussi prennent à bras le corps cette question du réchauffement climatique. Et du coup, pour revenir à un slide précédent, c'est une approche qui est volontairement aussi très élitiste, dans le sens où on part vraiment du principe que le changement, il arrivera par le haut. C'est en visant les décideurs, ceux qui ont techniquement le pouvoir, les décideurs économiques, les décideurs politiques, que l'on va faire en sorte d'amener finalement le monde sur une ligne bas carbone. Alors, quel bilan tirer de tout ça? Je vais essayer d'accélérer un peu. Quel bilan tirer de tout ça? Donc, en fait, pour les acteurs eux-mêmes, donc là, vous avez une citation de Larry Kramer qui est à la tête de la fondation Hewlett, qui était encore une fois un des gros acteurs derrière cette initiative. Eh bien, effectivement, ils considèrent que grâce à leur action, ils ont en grande partie, ils sont vraiment sûrs d'eux et considèrent qu'effectivement, leur travail a vraiment en fait, contribué à faire en sorte que là, on soit plutôt sur une trajectoire de 2,7 à 3,2 degrés plutôt que la trajectoire des 6 degrés initiale. Et en même temps, d'autres observateurs vont avoir un regard beaucoup plus critique, et notamment dans le contexte de 2016-2017, c'est-à-dire au lendemain de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc, Mark Gunther, par exemple, qui a écrit un papier en 2018, je crois que c'était dans Chronicles of Philanthropy, lui, au contraire, il va dire plutôt, mais comment vous pouvez dire que vous avez réussi, sachant que là, on se retrouve avec un climato-sceptique à la Maison-Blanche. Et en plus, si on tient compte des émissions, les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé de continuer leur augmentation depuis 2007. Et effectivement, l'élection de Trump aux États-Unis, ça va entraîner en fait une sorte de remise en question assez profonde de cette stratégie. Parce qu'au fond, cette stratégie, c'est une stratégie très centrée sur la science et sur quelque part l'idée que il y a des bonnes et des mauvaises politiques pour réduire les gaz à effet de serre. On est soit pour ou soit contre l'action sur le climat. Et donc, toute la dimension politique, qui est aussi une dimension très importante finalement du débat sur le climat, eh bien, elle était quelque part mise de côté. On partait vraiment du principe que la science, que les chiffres allaient quelque part parler d'eux-mêmes. Et donc, suffisait pour entraîner ce changement. On n'a pas pris en compte le fait que finalement, la politique joue aussi un rôle central. Qu'aujourd'hui, que Trump a réussi en partie à gagner l'élection de 2016 sur son discours en faveur du charbon. Mais là aussi, parce qu'il touchait aussi à une population qui, elle, pour le coup, était en quelque sorte une victime collatérale de ces politiques climatiques, notamment ces communautés aux États-Unis qui dépendent du charbon, dont la vie professionnelle dépend de l'exploitation du charbon. Donc ça me permet du coup de mettre en évidence une approche ou des approches alternatives qui se sont aussi développées, mais à beaucoup plus petite échelle. Et je pense notamment, alors j'ai deux exemples à vous montrer, à vous donner, je vais arrêter là. Il y a l'exemple du Hedge Funders Alliance, qui est un sorte de regroupement de fondations plus progressistes, on va dire, qui sont en général aussi assez petites, mais qui, au contraire, à la différence de Climate Works et des gros philanthropes du climat, considèrent que pour résoudre l'enjeu climatique, il faut aussi intégrer ces questions de justice sociale. Il faut aussi, plutôt que d'avoir une approche élitiste par le haut, faire en sorte de mobiliser les populations les plus directement affectées par le problème. Et donc, il y a un travail en fait, qui est fait aussi par certains réseaux philanthropiques, encore une fois plus marginaux, plus petits, mais qui cherchent à inverser la chose, en disant au fond
qu'on ne peut pas résoudre l'enjeu climatique si on ne résout pas aussi d'autres enjeux, les questions sociales, les questions d'autres formes de discrimination, les discriminations raciales, de genre, etc., que tous sont liés, en fait. Que ce n'est pas juste, finalement, un problème de calcul, de mesure, de bonne ou de mauvaise politique. Deuxième exemple, et je vais essayer d'accélérer, qui me semble aussi pertinente, c'est l'exemple du Just Transition Fund qui a été initialement lancé par la Rockefeller Family Foundation aux États-Unis et qui, là, pour le coup, avait pour objectif d'aider les communautés affectées, enfin, les communautés qui étaient dépendantes notamment des énergies fossiles et notamment du charbon, les aider à repenser par eux-mêmes, en fait, leur stratégie de transition à l'échelle locale. Et là, l'idée, c'était d'apporter un soutien philanthropique pour permettre une sorte de montée en compétences de la part de ces communautés et du coup aussi de leur permettre à taper dans les fonds fédéraux qui étaient disponibles à l'époque de la création de ce fonds pour aider les communautés dans leur transition. Donc, ça partait du principe, encore une fois, que la philanthropie, elle ne va pas résoudre le problème du climat elle toute seule, elle n'a pas les moyens, qu'il faudra des fonds publics, mais en même temps qu'on n'arrivera pas non plus si on n'implique pas les communautés, si ce ne sont pas elles qui sont aussi au cœur finalement de cette stratégie de transition bas carbone. Et je vais m'arrêter là parce que je pense ou je crains avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup, Édouard. On est parfaitement dans les temps puisque ça fait à peu près 17 minutes qu'on vous écoute. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très, très complète et effectivement qui donne un bel aperçu de ce qui se passe concrètement depuis maintenant une quinzaine d'années dans le champ de la philanthropie climatique. C'était vraiment intéressant de rappeler qui sont les principaux acteurs, de voir un peu les ordres de grandeur et puis aussi ces deux stratégies assez différentes, une plutôt par le haut, par les élites et celle qui est plutôt par les communautés, par le bas. À ce stade, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour des questions de précision, par exemple des questions complémentaires sur ce que nous a présenté Édouard. On aura évidemment plus de temps pour un débat en fait avec Édouard et Alexandre à la fin de ce séminaire, mais on peut prendre en quelques minutes quelques questions. Donc, vous pouvez soit utiliser le chat comme je vous le proposais, soit lever la main si vous souhaitez vous exprimer. Alors, je vois plusieurs questions. Je vais peut-être poser à Édouard la première. Voilà, c'est la question de… voilà, c'est en France, c'est une question d'Inga qui nous dit que effectivement, quid de ce qui se passe en France sur le sujet ou depuis la France. Est-ce que vous avez des choses là-dessus, Édouard? Je crois que vous avez plutôt travaillé sur la philanthropie internationale. Je vous laisse réagir peut-être. Oui, alors effectivement, je suis malheureusement pas la meilleure personne pour parler de la situation de la philanthropie climat en France. Je sais qu'autour de la COP de Paris, il y a eu en fait des efforts de fait de la part notamment du Centre français des fonds et fondations, en lien aussi avec Edge, qui a aussi pas mal travaillé pour essayer, et aussi d'autres, des grosses fondations, notamment la Fondation européenne pour le climat, pour essayer de mobiliser, on va dire, les acteurs de la philanthropie française autour de cet enjeu-là. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la Fondation européenne pour le climat, donc la European Climate Foundation, qui est de loin en fait le plus gros acteur sur cette question, sur la question du climat, acteur philanthropique sur la question climat, a ouvert un bureau à Paris. Il y a une présence, on va dire, en tout cas française, de cette fondation. D'autant plus, et c'est aussi en partie lié au fait que la présidente ou la directrice de la fondation, c'est Laurence Tubiana, qui était une des actrices aussi majeures des négociations en amont de la COP 21. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quand même aussi une volonté, en ayant cette présence de la Fondation européenne pour le climat, d'essayer en fait de structurer peut-être aussi le champ de la philanthropie, ou du moins les acteurs qui travaillent sur la question climatique à l'échelle française. Et on en voit en partie les produits, dans le sens où il y a la Convention citoyenne qui est en partie pilotée par Laurence Tubiana et donc qui mobilise aussi les acteurs de cet espace. Il y a différentes, on va dire, initiatives à l'échelle française qui impliquent, on va dire, cette fondation. Édouard, peut-être en complément merci pour cette réponse. Je vois effectivement que Marie-Stéphane Maradex, qui donc est avec nous aujourd'hui et qui est impliquée dans le groupe des fondations françaises dont évoquait Édouard, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, peut-être un élément d'actualité ou sur ce sujet?
Oui, Bonjour bonjour, Stéphane. bonjour à tout le monde. Je voulais effectivement prendre la parole sur ce qu'on fait on essaie de faire en France, on est parti exactement du même constat que les fondations étaient peu engagées, alors que je crois qu'on est tous conscients que le changement climatique va impacter tous les pans de la philanthropie, quel que soit le sujet que nous traitons de manière plus individualisée. Et donc, on a effectivement entrepris on y travaille depuis à peu près 18 mois, à fédérer un mouvement qu'on appelle la coalition des fondations françaises pour le climat, donc sous la bannière du Centre français des fondations, mais c'est une dynamique qu'on porte également de manière simultanée en Espagne, qui est l'autre pays d'intervention de la Fondation Carasso, mais également en Europe grâce au Daphné, pour effectivement inciter les fondations à faire le constat des impacts du changement climatique sur nos métiers et de s'engager à des voies de progrès sur différents aspects, à la fois dans les pratiques opérationnelles des fondations, dans bien entendu la question de leur programmation, mais également la question de leurs investissements. Donc c'est une démarche qui est en cours. Là, on va prochainement lancer une enquête auprès des fondations, pas uniquement adhérentes du Centre français, très, très largement, pour voir un petit peu quel est le T0 justement de l'implication des fondations par rapport à la question du climat. Et ensuite, dans quelques semaines, quelques mois, nous lancerons un manifeste pour justement engager le maximum de fondations à prendre en compte. Et bien entendu, le but étant que le Centre français et ses partenaires accompagnent justement les chemins de progrès des fondations dans ces différents aspects, avec site internet, boîte à outils, programme de formation, etc. Donc voilà, donc, il y a un mouvement. Et puis je voudrais également dire que, pour faire tout à fait écho à cet historique que rappelait Edouard Morena, qu'effectivement les choses bougent. J'en ai pour preuve tout à fait récemment la volonté de certaines fondations d'aligner leurs fondations sur la question du climat en soutenant des grands réseaux, y compris en France, comme le réseau Action Climat, et d'autres sur cette question des enjeux climatiques, avec le soutien donc de ces grandes fondations, mais pas uniquement le European Climate Foundation, mais aussi des fondations comme Porticus ou ces grandes fondations qui souvent étrangères, mais qui commencent à considérer, je crois que c'est d'ailleurs, j'ai entendu de la bouche de Hawke et d'autres fondations américaines, qui considèrent que depuis l'élection de Trump, l'Europe et particulièrement la France doivent rester en pointe sur cette question du climat, et que du coup, ils commencent à réorienter leur financement vers justement les grands réseaux européens et particulièrement français sur la question du climat, parce qu'ils estiment que Macron, en bien ou en mal, mais sera un petit peu plus le champion de ces questions-là que ne l'est Trump actuellement. Merci beaucoup Marie-Stéphane pour ce complément sur la réponse d'Edouard Morena. C'est effectivement un bon aperçu de ce qui se passe en ce moment en France. Avant peut-être de passer la parole à Alexandre, je voulais qu'on peut-être poser une deuxième question à Edouard, une question qui vient du chat. C'était une question de Philippe Chabas qui voilà, se pose la question, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu avec les annonces du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et de Gates aussi récemment, qui veulent réorienter une grande partie de leur philanthropie sur les questions de climat. Voilà, est-ce que vous avez un point de vue, Edouard, ou est-ce que dans vos recherches, vous avez étudié ce rapport parfois paradoxal des grandes fortunes, notamment des grands capitaines d'industrie comme Bezos, à la question du changement climatique? Est-ce qu'ils peuvent finalement penser une alternative au système qui leur a permis de faire fortune? Donc c'est cette espèce de réflexion sur ces grands philanthropes qui s'intéressent au climat aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus, Edouard? Oui, alors c'est un sujet, je pense qu'il mériterait peut-être une heure ou deux, mais effectivement, je pense que ça soulève tout un tas de questions, et je pense qu'après, ce qu'il faut aussi essayer de comprendre, c'est les motivations, en fait, pour prendre le cas très, très concret de Jeff Bezos, en fait. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement un jugement que je porte sur ses motivations, mais il y a effectivement la question du climat qui peut peut-être effectivement le mobiliser lui en tant qu'individu, mais il y a aussi tout simplement le fait qu'il y a une pression en fait de plus en plus forte au sein même d'Amazon de la part de ses propres salariés pour agir en fait sur ces questions aussi. Et la décision,
Et pour moi, c'est un point aussi sur lequel beaucoup de grandes entreprises vont devoir aussi se positionner. Et c'est une source aussi même de pression intéressante. C'est-à-dire, au sein même des entreprises, pour réussir aussi à garder aussi certains talents, eh bien, il va falloir aussi être capable de montrer que son entreprise est engagée sur ces questions de climat. Et donc, quelque part, Bezos, à travers sa philanthropie, je pense qu'aussi indirectement, il répond à ces pressions. Et on l'a vu très concrètement dans le cas américain, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur la relocalisation des sièges sociaux d'Amazon. Donc, à Seattle, Amazon avait son siège social dans la grande banlieue. Il a décidé de le resituer au cœur de la ville. Pourquoi? Parce que ses salariés ne voulaient plus aller en voiture au travail, ils voulaient utiliser leur vélo et parce que, quelque part, ils voulaient aussi que, effectivement, l'entreprise Amazon prenne à bras le corps aussi cette question climatique. Donc, voilà. Après, il y a pour moi, effectivement, toujours une sorte de contradiction entre ce qu'incarne Amazon, l'entreprise, et ce que porte Bezos, le philanthrope. Mais on retrouve aussi cette même contradiction parfois chez des personnages comme Bloomberg, qui occupe aussi une place très, très importante, qui aussi sont porteurs d'un sorte de discours gagnant-gagnant, au fond. Cette idée, quelque part, que ce changement de société, c'est un changement de société en profondeur, certes, mais qui va, au fond, dont tout le monde va bénéficier. Et en disant cela, quelque part, je pense qu'il détourne aussi un peu le regard du fait que lorsqu'on regarde très concrètement qui est responsable pour des émissions à gaz à effet de serre, et c'était je crois que c'était un graphique qui avait été fait par Piketty pour Oxfam juste avant la COP 21. Et il montrait très clairement que 40% des émissions sont le fait direct ou indirect de 10% de la population planétaire, et notamment 10%, les 10% les plus riches. Donc, en fait, à travers leur discours, j'ai aussi le sentiment que parfois, ils détournent aussi les regards de ce graphique qui est aussi très parlant et qui me semble important aussi à prendre en compte. Très bien, Edouard, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Alors, il y avait une question intéressante dans le chat sur le fameux sudoku du climat là, que vous nous avez montré. En fait, je ne sais pas si vous pouvez repartager la slide. La question de Cédric Célin est donc, si je comprends bien, ce système-là, qui par région donne les tonnes de CO2 qu'on peut réduire, le potentiel de réduction de CO2. Est-ce que ça veut dire que la philanthropie française, donc j'imagine les donateurs français, devraient soutenir au maximum des initiatives hors de l'UE, c'est-à-dire par exemple financer des forêts au Mexique plutôt que financer, je ne sais pas, de la rénovation énergétique en France? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou... Alors effectivement, alors je vais essayer de le remettre. Effectivement, ça veut en partie dire ça, mais ça veut aussi du coup dire de ne pas éparpiller ses fonds en France et se focaliser aussi sur justement le secteur de la rénovation énergétique pour ce qui est du cas français. C'est effectivement, je trouve que c'est une approche. Moi, je trouve vraiment leur approche assez innovante. Du coup, je trouve aussi cette idée qu'effectivement, il faille parfois mettre le paquet sur certains secteurs, et notamment en anglais les low-hanging fruits, c'est-à-dire les choses les plus faciles et qui ont le coût le moins important en premier. Je pense qu'effectivement, ça fait sens. Le seul problème, on va dire, avec ce cadrage sous forme de sudoku, c'est que ça laisse complètement de côté en fait tous les autres enjeux, notamment justement les enjeux les enjeux plus politiques en fait, liés à cette question, liés à ces questions. Et comme on l'a vu, je pense que l'élection de Trump, c'était vraiment quelque chose que ClimateWorks et les autres grands philanthropes n'avaient pas du tout imaginé possible, parce qu'ils n'avaient pas du tout intégré ça dans leur calcul. Ils avaient juste vu ça, le problème du climat, comme un problème presque d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a un problème et il y a une solution. Et du coup, la question, c'est de mobiliser les efforts vers cette solution. Ils n'ont pas pris en compte l'impact que pouvait avoir le contexte politique sur aussi cet enjeu. Très bien.
Merci Edouard. Je vois que l'heure tourne. Il y a encore des questions dans le chat. Je vous propose peut-être de les garder pour le débat qu'on aura après la deuxième intervention. Donc, gardez vos questions. Vous pourrez les reposer à Edouard et à Alexandre Florentin. Donc, merci encore Edouard. Je vais passer la parole maintenant à Alexandre, mais juste avant, on va lancer en fait un deuxième sondage. On vous a demandé tout à l'heure si vous pensez que la philanthropie s'est assez mobilisée sur ces questions climatiques. On va lancer donc un deuxième sondage. On vous invite à répondre dans les secondes qui viennent. Donc ce sondage va porter en fait sur votre propre organisation et son rapport à la prise en compte des thématiques climat. Donc voilà, un sujet pour vous, que vous travaillez en fondation, en association, en entreprise, de toute taille d'ailleurs, à quel point votre structure, votre entreprise prend-elle en compte ces thématiques d'après vous? Et là encore, si on vous demande en fait une forme d'auto-évaluation, est-ce que vous pensez que votre fondation, association, entreprise, structure prend pas du tout, un peu, modérément, beaucoup ou énormément en compte aujourd'hui, à ce jour, les enjeux climatiques? Voilà, on vous demande là encore quelques secondes, on va prendre tous vos votes et on va afficher les résultats dans quelques secondes. Donc voilà, on vous invite à voter et on va commenter ça dans quelques secondes. On va partager les résultats avec vous. On vous laisse voilà, voter. Donc merci. Donc on voit que effectivement, par rapport au premier sondage, on a l'impression que les structures dans lesquelles vous travaillez ont plutôt pris en tout cas la mesure du sujet, puisque 33% d'entre vous pensent que votre structure prend modérément en compte ces pratiques, mais 27% beaucoup, et 10 énormément, ce qui est pas mal, même s'il y a encore un certain nombre d'entre vous dont la structure ne prend pas du tout en compte ces sujets. Merci à vous, en tout cas ça nous donne un peu un aperçu de ce qui se passe au sein de vos structures. Ça me permet de passer la parole à Alexandre Florentin qui va vous présenter de manière très complémentaire à ce qu'a fait Edouard, non pas l'action des fondations pour le climat, mais globalement quelques enjeux et quelques réalités concrètes du réchauffement climatique et peut-être quelques perspectives sur la manière dont les acteurs, fondations d'entreprise, fondations familiales, donateurs, peuvent s'emparer du sujet sur la base de ce que nous dit aujourd'hui la science et de ce qu'on sait du problème. Alexandre, c'est à toi, merci beaucoup. Et on reprend les questions juste après ta présentation. Merci Arthur. Est-ce que tu peux me faire un signe de la main si tu m'entends? Super. Donc effectivement, je vais vous présenter les choses d'abord d'un point de vue des entreprises parce que c'est avec ces entités-là que je travaille le plus. Et après, je vous ferai part plutôt de réflexion sur le rôle possible des philanthropies. Mais avant ça, pour avoir l'habitude de faire ce genre d'intervention, je voudrais vous parler un peu d'énergie et de climat de manière très rapide. Et pour ça, je vais faire appel à mon ami Robert. Robert qui est cycliste, un gabarit assez impressionnant, hein. 75 cm, c'est à peu près mon tour de poitrine. Donc ça, c'est sa cuisse. Donc très, très beau bébé. On va le mettre sur un vélo et on va le brancher à un grille-pain. Un grille-pain que vous avez peut-être utilisé ce matin sans avoir conscience de ce que ça représentait en termes de consommation d'énergie. Donc je passe, hein, on va simuler une pente pour Robert pour qu'il délivre le maximum d'énergie. Là, je vais vous promettre un peu le son. Il en souffre, c'est difficile, mais pas de suspense. Grâce à ses 74 cm de diamètre par cuisse, il y arrive. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette petite vidéo, on voit vraiment que clairement, ça l'a rincé. Et vous avez ici quelques chiffres qui ne sont pas très importants en termes d'unité. Ce n'est pas ça qu'il faut retenir. C'est plutôt le concept un peu d'esclave énergétique. C'est-à-dire que
pour transformer le monde, on a besoin d'énergie et cette énergie, on ne la voit plus. On ne la voit plus tout simplement parce que c'est quasiment plus les humains qui produisent cette énergie-là par leurs bras, par leurs jambes. On va faire appel à d'autres sources. Donc, il faut un Robert pour griller une tranche de pain. Il en faut 180 pour votre voiture, 43 000 pour un avion en équivalent. Hein. Donc, d'où cette très belle question de combien de Robert avez-vous besoin dans votre vie, ce qui pourrait être un pitch pour une application de rencontre, mais c'est malheureusement beaucoup plus sérieux que ça. Et le point qui est important, c'est que nous avons une dépendance à notre consommation énergétique. Alors, si on regarde les chiffres d'un peu loin, vous avez l'énergie dans le monde depuis 1850. Donc, on voit qu'avant la révolution industrielle, hein, ça ne vous étonnera pas, on utilisait surtout de la biomasse. Donc, ça, c'est la partie en vert. Puis arrive la révolution industrielle. On commence par consommer du charbon, puis plus tard le pétrole, qui au début était simplement une huile pour les machines à vapeur. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi le brûler. Puis le gaz, hein, qui est un peu plus difficile à récolter et à distribuer puisque c'est sous forme gazeuse, tandis que le charbon et le pétrole, c'est quand même assez pratique. Hein. À température ambiante, c'est solide ou c'est liquide. Donc, ça se transporte très bien. Et puis après, vous avez les autres sources d'énergie, nucléaire, hydroélectrique et le reste et des renouvelables à peu près dans l'épaisseur du trait. Les énergies fossiles, elles représentent à l'heure actuelle à peu près 80% de notre consommation énergétique. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a besoin d'énergie pour absolument toutes les transformations physiques du monde. Dès que vous déplacez quelque chose, que vous changez sa composition chimique, que vous changez sa couleur, que vous le malaxez, que vous le processez, etc., vous avez besoin d'énergie. Cette énergie, à 80% dans le monde, c'est de l'énergie fossile. L'énergie fossile, quand on la brûle, ça émet des gaz à effet de serre. Il se trouve que dans notre modèle de société, on a aussi des processus dans l'agriculture et dans les industries qui eux-mêmes génèrent des gaz à effet de serre qui ne sont pas du CO2. Je passe ce détail. Donc tout ça, ça vient renforcer un effet qui est naturel, qui a permis la vie telle qu'on la connaît sur Terre. S'il n'y avait pas du tout d'effet de serre, il ferait à peu près moins 18 degrés à la surface de la planète. Donc, on est bien content qu'il y ait de l'effet de serre. Et là, en fait, on est un peu en train de venir déséquilibrer une machine qui tournait plutôt bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Je préfère cette expression à réchauffement climatique parce que réchauffement, à la limite, ça véhicule un imaginaire qui est plutôt positif. Donc derrière, il y a eu beaucoup de lobbying aux États-Unis pour parler de ce changement climatique plutôt que d'avoir des termes plus forts et avec des conséquences en cascade. Alors, il y a jusqu'à 3 ans, hein, quand on faisait ce genre de présentation, on avait plutôt besoin d'illustrer ces conséquences en cascade par des projections. Ce qui a pas mal changé pour un public français, c'est que les médias maintenant en parlent vraiment différemment et qu'on a toutes et tous eu, si vous étiez en tout cas en France, notamment à Paris, à l'été, en juillet 2019, vous avez sans doute vécu dans votre chair ce dont il est question ici. Je ne vais pas illustrer ça outre mesure parce que maintenant, voilà, ça fait partie un peu du discours sociétal. Je voudrais juste illustrer un point. Il y a 20 000 ans, il faisait à peu près 5 degrés de moins en moyenne sur la surface de la Terre. Donc, s'il faisait 5 degrés de moins, ça veut dire qu'il y avait plus de glace. S'il y avait plus de glace sur les zones immergées, ça voulait dire qu'il y avait moins d'eau dans les océans. En l'occurrence, le niveau de l'eau était 120 mètres plus bas. On pouvait traverser la Manche à pied. Donc ça, c'est la différence entre maintenant et il y a 20 000 ans avec 5 degrés de moins par rapport à maintenant. Donc toute la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? À l'heure actuelle, il fait déjà à peu près 1 degré de plus, qu'il y a 150 ans, 150, 200 ans, donc avant le début de la révolution industrielle. Et c'est uniquement ce 1 degré de plus en moyenne, ça fait des extrêmes qui vont générer en partie les incendies en Australie, en Amazonie, en Sibérie
C'est ce qui explique les vagues de chaleur qu'on connaît avec les records qu'on bat tous les ans. Et ça, c'est uniquement 1 degré de plus. À plus de degrés, ça commence déjà à devenir ingérable. Et je ne rentre pas dans les détails, mais on se pose des questions sur est-ce qu'on arrivera vraiment à s'arrêter à plus de degrés. Alors, pour une entreprise, quand on voit tout ça, la question ne se pose plus vraiment en termes de est-ce que je vais recycler ou trier mes déchets dans mes bureaux? Est-ce que je vais mettre des panneaux solaires sur mes parkings? Ce sont des questions à se poser, mais elles ne sont pas du tout au bon niveau de réflexion, c'est-à-dire elles sont nécessaires mais pas suffisantes. Alors, vous avez ici une famille de scénarios qui est une représentation d'esprit, j'en indiquerai les limites par la suite, avec les émissions de gaz à effet de serre historiques et puis ensuite différents scénarios. Dans le monde du haut, que certains appellent business as usual et que je préfère pour appeler un chat, parler de destruction as usual parce que c'est beaucoup plus représentatif de ce qu'on fait, on continue d'émettre et donc le climat change très fortement. Dans le scénario du bas, c'est clairement en branle-bas de combat et on réduit très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour être en raccord avec l'accord de Paris. Alors, pour une entreprise, et ça vous décrira un monde dans lequel une philanthropie elle peut évoluer. Quand on est sur les scénarios du haut, on a des enjeux physiques. On a des enjeux physiques qui viennent de transformation des écosystèmes et qui ont donc forcément des conséquences sociales, sociétales. Élévation du niveau de la mer, canicule, sécheresse, etc. Dans le monde du bas, vous avez ce qu'on appelle des enjeux de transition, avec, comme l'exemple qui était donné précédemment, le secteur du charbon qui potentiellement est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui travaillent dans ce secteur-là? Qu'est-ce qu'on fait pour les investissements qu'on a fait dans ces secteurs jusqu'à encore récemment? Est-ce que ça devient des actifs échoués? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'une entreprise doit se poser. C'est quels sont mes services et mes activités dans ce monde-là? Comment est-ce que je fais pour être toujours utile dans ce monde? Anticiper des réglementations, anticiper des changements de marché, anticiper des changements RH, puisqu'il y a plein d'entreprises qui commencent à avoir des difficultés de recrutement, ça je le confirme. C'est des enjeux de réputation qui vont être plus ou moins importants en fonction des secteurs, etc., etc. Tout ça, c'est une vue de l'esprit parce qu'on va avoir un peu les deux en même temps. Pourquoi? Parce que les enjeux de transition, les deux sont hyper locaux en fait. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vivre dans un pays comme la France qui va dire « moi, je veux être très bas carbone pour tout un tas de raisons et pour participer à la transition et parce que ça me donne une résilience vis-à-vis de la disponibilité en pétrole, par exemple. » Et peut-être qu'on va vivre des transitions drastiques. S'il y a des Parisiennes et des Parisiens, vous le voyez tous les matins quand vous voyez la quantité de cyclistes qu'il y a dans les rues. Et en même temps, les enjeux d'adaptation, ils sont très locaux, mais ils dépendent d'un contexte global. Donc, ça va dépendre. Les émissions dépendent beaucoup plus de qui est président en Chine et aux États-Unis et en Inde que ce qu'on va faire localement dans la ville de Paris. Donc, on risque d'avoir un peu les deux à gérer. Et ça, à mon avis, là, c'est là où je prends ma casquette un peu plus politique. On est en 2020, il faut un changement de braquet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la communauté scientifique avait une certaine réticence à parler de l'adaptation parce qu'elle se disait, bon, si je parle d'adaptation, les gens vont arrêter de vouloir réduire leurs émissions, donc faire de l'atténuation. Or, on voit bien que depuis les années 70, ça ne marche pas très bien. On n'a pas réussi à réduire nos émissions. Et là, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous avez fait déjà pour vous adapter aux vagues de chaleur. Quand je pose la question autour de moi, la plupart des gens ont déjà une liste longue comme le bras. Alors, les plus riches, ils sont partis dans la maison de campagne en Bretagne. La plupart des gens ont peut-être acheté un peu de clim, un ventilo. Ils ont mis les t-shirts mouillés pour dormir, etc. Et par contre, alors il y a quelqu'un, monsieur ou madame Bardet, dont le micro s'est allumé. Et donc, les gens ont fait beaucoup de choses pour s'adapter. Si on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire leurs émissions, là, en général, il y a un peu moins de choses qui arrivent sur la table. Et ça, je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus, à ne pas le voir comme un problème, mais plutôt comme un levier d'action. C'est-à-dire que politiquement, on pourrait avoir un intérêt de mettre le paquet sur les politiques d'adaptation parce que les gens, ils voient bien l'effet que ça apporte sur leur quotidien.
et de faire des politiques d'adaptation qui soient aussi des politiques de réduction des émissions. Je vous donne un exemple très simple. S'adapter au changement climatique en zone urbaine dense, ça peut passer par une végétalisation absolument massive. Et ça va permettre d'avoir moins de besoin de climatisation qui, si on ne fait rien, en fait, dans les 5 ans qui viennent, on va avoir de la clim sauvage qui s'installera un peu partout parce que ça va être une question de survie dans les apparts qui va se jouer. Pour une organisation, alors ce que je vous montre là, ça marche pour une entreprise, ça marche pour une fondation. Il y a un peu 3 grands leviers à activer si on regarde les choses d'un point de vue technique avec toutes les limites dont parlait l'intervenant précédent et je vais dans son sens aussi. Si on regarde les choses d'un point de vue physique et scientifique, il y a 3 grands leviers. Le premier, c'est réduire les émissions chez soi, dans sa chaîne de valeur, en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, ça me semble un peu incohérent de vouloir prêcher la lutte contre le changement climatique et d'être toutes les semaines dans un avion pour parler de ça. Donc, il y a vraiment une question de comment est-ce que je suis cohérent et je réduis d'abord mes propres émissions, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'organisation. Ensuite, il y a la question et là où il y a vraiment un énorme enjeu sur les philanthropies, pour la philanthropie, c'est comment est-ce que j'aide les autres à réduire leurs émissions. À réduire leurs émissions maintenant ou à se préparer à réduire leurs émissions plus tard en ne faisant pas les mêmes écueils que nos sociétés occidentalisées. Là, le vocabulaire qui est utilisé, il est très orienté entreprise. Donc, par exemple, en commercialisant des solutions bas carbone, il y a clairement des enjeux de philanthropie ou de ce que moi j'appelle du mécénat. Je ne suis pas sûr de bien faire la différence entre les deux, vous m'en excuserez. Mais en tout cas, d'aider des populations les plus pauvres à réduire leurs propres émissions, à améliorer leur confort de vie. Et ensuite, il y a la question d'aider les écosystèmes à se régénérer et à venir déstocker du carbone qu'il est dans l'atmosphère pour le mettre dans les sols ou dans la biomasse. Là, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a un énorme enjeu dans l'agriculture française pour ne pas voir l'agriculture uniquement comme une activité qui permet de nourrir des populations, mais comme une activité aussi qui rend des services écosystémiques, dont celui de stocker du carbone, et ça passe par des changements de pratique. Aurélien, j'ai aucune idée de quand est-ce que j'ai commencé, donc il faut que tu me recadres si j'approche de la fin. Mais ça fait 15 minutes, mais c'est très bien, tu peux continuer. Je vais terminer. Vous verrez ce genre de dessin que j'adore de Xavier Gors qui montre bien. Donc il les a produits en participant à un forum de chefs d'entreprise. Et donc, c'était en écoutant toutes les objections qu'ils émettaient entre eux qu'il a dessiné ce genre de choses. Alors là, quelques réflexions personnelles. Les 2 premiers points, ils sont valables je les ai tirés de notre expérience dans l'entreprise. Le premier point, c'est qu'en fait, il y a vraiment une différence entre entendre parler du sujet et bien le comprendre. Parce qu'en fait, ce problème-là, il faut reconnaître qu'il est complexe, il n'est pas perceptible. On a une faible… il y a vraiment une crise de sensibilité qui se joue ici, y compris dans le fait qu'on ne voit pas tout de suite on a peu de repères sur le problème. Donc, il faut se former. Le deuxième, c'est que la question du carbone et du climat, elle ne se retrouve pas dans les euros. Il y a encore trop peu de structures qui mettent un prix au carbone pour le rendre visible. Pour un enjeu, par exemple, pour je ne sais pas moi, un centre commercial, c'est que potentiellement, sa vulnérabilité au carbone, elle va arriver par le fait que les personnes, ses clients, ne pourront plus se déplacer en banlieue pour venir consommer. Ou c'est l'exemple qui était donné sur Amazon. Alors, les employés d'Amazon, a priori, au siège, ils ont les moyens d'aller travailler en banlieue, mais peut-être qu'ils vont plus vouloir assumer, visiblement, ils ne veulent plus assumer ça. Il y a une fragilité dans le modèle d'Amazon vis-à-vis de ça. Il va être question d'agir sur les 3 piliers que je vous ai présentés précédemment, donc réduire sa propre empreinte, aider les autres à réduire, régénérer les écosystèmes. Moi, ce que je vois vu de ma fenêtre, c'est qu'il y a un besoin de financement d'ONG, de think tank. Je vous ai mis 3 exemples qui me semblent moins connus parmi les grandes sphères. Je ne suis pas du tout en train de les prioriser. Simplement, par exemple, Client Earth, c'est une ONG de juristes
parce qu'il y a un véritable enjeu à utiliser le droit tel qu'il est actuellement pour déjà le faire respecter, arrêter les destructions actuelles et nous permettre d'avancer rapidement. Le Shift Project, c'est un think tank qui est adossé à Carbone 4 et qui travaille sur développer une vision de la technostructure qui pourrait exister et qui serait compatible avec un monde bas carbone. Et I4C, c'est un institut aussi qui travaille beaucoup sur les questions économiques. Et pour conclure, quelques priorités sociétales. Il y a vraiment un très fort enjeu de New Deal agricole parce qu'à l'heure actuelle, en fait, on demande tout et n'importe quoi à ce secteur-là. C'est nourrir la France à bas coût, c'est nourrir une partie du monde parce qu'il ne faut pas oublier qu'on exporte énormément de notre production. On est sur un marché qui est plus ou moins international, mais avec plus de contraintes environnementales en France. Donc, ça pose des questions de protectionnisme peut-être. Et tout ça vis-à-vis d'une population qui est déjà extrêmement endettée. Donc, il y a et à qui on vient rajouter des contraintes en plus. Donc là, il y a un deal à retravailler. Pour moi, c'est très clair qu'il y a une question de transformation des formations, que ce soit les formations initiales ou les formations continues. Cette question de la résilience des territoires, elle va être hyper importante. Et là, je rejoins vraiment cet aspect il faut travailler avec les communautés aussi, parce que en fait, le problème, il est tellement majeur qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la solution vienne d'en haut. Si quelqu'un vous dit « j'ai la liste des 50 solutions », pour moi, c'est un charlatan. Peut-être que c'est techniquement juste, mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que les populations qui vont le plus souffrir soit du changement climatique, soit des politiques de transition, elles ne vont pas forcément le vivre comme ça. Une autre priorité, donc là, c'est vraiment vu de la France, qui n'est pas du tout la même chose en Europe, où une des priorités, c'est de sortir du charbon, et ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. De mon point de vue, il faut préparer la sortie rapide du pétrole dans les transports, parce que si demain, on commence à être en contraction énergétique, avoir des difficultés d'accès au pétrole, on va avoir un problème puisque tout notre flux de logistique il n'est absolument pas résilient. Demain, on a des problèmes de transport. Une ville comme Paris ne survit pas très longtemps. Et une dernière réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde industriel qui sont sensibles à ce type de réflexion. Ils ont les pieds sur terre, ils comprennent les questions de flux physique, de ces contraintes-là, des contraintes de production, de marché, etc. Moi, j'appelle vraiment et j'y œuvre à ce qu'il y ait des travaux qui soient, et c'est vraiment la philosophie du Shift Project et de Carbone 4, qui est des travaux entre sphère écologiste et sphère industrielle pour transformer notre pays. Et voilà, dernière petite pointe d'humour. Ce qu'on voit souvent, c'est que voilà, on veut une vraie transition, mais sans aucun choix. Et donc, c'est là où je pense que, pour reprendre les mots que j'ai pu lire par ailleurs, l'humanité doit vraiment passer à l'âge adulte. À l'adolescence, on veut tout, on ne sait pas choisir. Là, il est temps de choisir ce qui, pour nous, est important. Je ne commente pas, mais les références que je mets ici pour aller plus loin, que ce soit l'ouvrage que j'ai écrit, des conférences de Jean-Marc Jancovici avec différents temps, tout ça, ça vous sera envoyé si vous souhaitez aller plus loin. Et je reste évidemment à votre disposition pour discuter un peu plus de ce que votre organisation peut faire dans ce contexte-là. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. C'était là aussi très complet en 20 minutes chrono, donc le timing est tenu. Merci beaucoup. Merci à Edouard aussi d'avoir joué le jeu de la concision, puisqu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et on est content de pouvoir engager une conversation justement. Donc, même consigne que après la présentation précédente, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à lever la main avec l'outil, la petite main bleue, là, lever la main. Je pourrais aussi vous donner la parole. Peut-être pour lancer le jeu des questions-réponses, je crois que Anne-Claire, ma chère collègue, a quelques questions à poser à nos deux intervenants. Anne-Claire, c'est à toi. Oui, merci Arthur, merci Edouard, merci Alexandre. Honnêtement, c'était passionnant. Alors, plusieurs choses. La première, c'est en tant que
voilà, représentante du monde académique, dire à Alexandre notamment qu'on a à l'ESSEC bien compris le rôle qu'on avait à jouer par rapport à la formation des futurs responsables et leaders dans le monde économique ou plus largement. Et donc on est pour cette première année-là en train de former 100% de nos élèves, 2100 élèves cette année sont formés sur le climat, en partie grâce à l'outil, le MOOC Philanthropie et Climat que nous avons produit avec Alexandre et Carbone 4, Alain Grandjean plus largement. Donc, on essaye de jouer notre part. Mais question pour vous, parce que finalement, vis-à-vis aussi de nos étudiants, c'était intéressant. On a fait un sondage récemment qui suggérait que si 70% d'entre eux disent « mais oui, c'est important que l'ESSEC s'engage sur une thématique comme celle-ci et c'est une chose très positive pour notre formation demain ». 15% disaient « bon, pourquoi pas, mais on ne comprend pas bien pourquoi ». Et puis, on avait 4 qui eux-mêmes disaient « mais non, mais c'est grave que l'ESSEC s'intéresse à ces sujets ». Et donc, j'ai une question pour à la fois Édouard et Alexandre. Concrètement, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le scepticisme climatique et on se dit notamment vis-à-vis, alors là, dans le cadre des élèves de l'ESSEC, on se dit c'est quand même des étudiants qui ont passé voilà, 2-3 ans en classe prépa, qui font partie de gens qui ont accès aux informations et qui savent les interpréter. Et pourtant, voilà, il en reste des sceptiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qui veut se lancer, Édouard ou Alexandre? Je peux me lancer. J'ai une réponse toute faite. En fait, moi, j'ai arrêté de m'épuiser avec ces gens-là. J'ai déjà tellement à faire vis-à-vis des 70% pour qu'ils aient les bonnes clés de lecture et qu'eux aillent dans la bonne direction. Après, ça se fera tout seul. Parce que je pars du principe qu'il y aura toujours des sceptiques, des gens qui ne voudront pas aller vers ça. Fine. Vraiment, je ne m'épuise plus. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Je pense que je répondrai la même chose. Après, je pense que alors, ce qui serait intéressant de voir pour ces 4 étudiants ou 4%, c'est s'il nie le changement climatique ou si simplement il considère qu'effectivement l'ESSEC n'est pas le bon endroit pour parler de ces questions-là. Parce qu'effectivement, je pense que la question du changement climatique, il y a encore quelques hurluberlus qui continuent à le nier, mais je pense que la très grande majorité des gens y croient ou en tout cas reconnaissent la science du climat et acceptent ce phénomène. Après, ce qui est intéressant et ce qu'on est en train de voir aussi chez certains, c'est justement un discours aussi écomoderniste qui quelque part considère qu'effectivement on est de toute façon, les températures vont de toute façon augmenter et quelque part ils ont une sorte de foi, à mon avis, aveugle à la fois dans le marché et dans la technologie et dans sa capacité à résoudre le problème. Donc, quelque part, ils considèrent que oui, ça ne sert à rien d'en parler parce que de fait, en fait, c'est le marché et c'est l'innovation qui va de toute façon nous permettre finalement de s'adapter à ces questions-là. C'est un peu cette idée au fond que l'homme serait capable, et c'est aussi ce qui renvoie après cette notion d'anthropocène, aussi quelque part, il considère qu'aussi l'homme est à la fois responsable du problème, mais qu'il est aussi capable de le résoudre. Et donc quelque part, que laissons faire, laissons agir, et le problème va se résoudre par lui-même. Juste un petit complément. Il ne faut pas oublier aussi que le déni, c'est une forme de protection émotionnelle. C'est une réaction émotionnelle aussi. Elle peut être entourée de beaucoup d'arguments techniques, intellectuels, etc. Mais c'est aussi pour se protéger parce qu'il y a une dissonance cognitive entre l'image qu'on s'est construite soi-même et une nouvelle information. Je le mentionne parce qu'il y avait aussi du vocabulaire autour de l'émotion dans le premier nuage de mots et on n'en a pas du tout parlé. Je vous invite vraiment, je l'ai mis dans les liens pour aller plus loin, à regarder une conférence qu'on a organisée avec l'ESCP sur ce sujet-là, sur la place des émotions dans ce débat et dans les réactions que ça suscite. Et c'est une porte d'entrée aussi qui est beaucoup moins confrontationnelle.
Parce qu'en fait, quand on parle de ça, on n'est pas dans le jugement. Voilà, j'ai mes propres réactions émotionnelles, tu as les tiennes, et chacun en fait ce qu'il veut. Merci à tous les deux. Je vais enchaîner avec une question qui nous vient du chat, une question de Cédric Célin qui vous demande peut-être votre avis sur la séquestration carbone, qui, donc selon lui, voilà, peut être une méthode où on peut avoir en tout cas, un impact concret, sans attendre peut-être que Monsieur Xi ou Monsieur Trump se mettent à bouger de leur côté. Est-ce que, voilà, Alexandre ou Edouard, vous avez des choses à nous partager sur cette séquestration carbone, où on en est aujourd'hui en termes peut-être de marché ou de technologie, et est-ce que ça vous paraît intéressant? Alors, déjà, il y a deux grandes familles. Il y en a une qui est centrée sur des technologies, où on se dit, est-ce que je peux capter du CO2 de l'atmosphère et après, par certains processus physiques, le changer, l'enfouir, etc. Tout ça étant extrêmement énergivore et extrêmement… en fait, c'est utiliser la même philosophie qui a créé le problème pour essayer de la résoudre. Donc, moi, je trouve que philosophiquement, il y a un petit enjeu. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, Edouard. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille qui est plus connue, c'est de planter des arbres ou des forêts, ou de changer certaines pratiques agricoles, parce qu'après, vous changez de certaines essences, parce que toutes les plantes n'ont pas la même capacité à mettre du carbone dans ses racines et donc à l'enfouir. Il est certain qu'il faut jouer sur ce tableau-là. Mais en fait, on est en train de prendre un risque énorme, qui est que il faut raisonner avec un climat qui change. Et dans un climat qui change, ces réservoirs de carbone concrets, ils ne sont pas du tout stables. Confère les incendies qu'il y a actuellement sur la côte ouest des États-Unis, c'est sur toute la côte ouest. C'est 2500 km. Enfin, il me semble que c'est quelque chose comme… Ce serait comme si toute la frontière atlantique de l'Europe était en feu. Donc, c'est prendre ces risques-là. Donc, moi, je trouve beaucoup plus intéressant d'aller vers l'agroécologie, l'agroforesterie, en se disant, en fait, je vais aider des populations à changer leurs pratiques, à ce qu'elles aient des co-bénéfices en termes de qualité de la nourriture, de rendement, etc., etc. Et que par ailleurs, un des co-bénéfices, c'est aussi de stocker du carbone. Mais du coup, la porte d'entrée et la hiérarchisation entre les différents objectifs qu'on peut mettre dans un projet est pas la même. Mais je vois qu'il y a des personnes aussi du GRS, c'est-à-dire notamment voilà, il y a des gens qui sont praticiens de ce genre de sujet. Je vais être très clair, pour une organisation, c'est un des leviers à activer. Il ne faut absolument pas se cacher derrière ces pratiques-là pour ne pas réduire et se poser des questions vraiment transformatives. Et je rebondis là-dessus, Alexandre, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup récemment fleurir justement des campagnes ou des politiques d'entreprises qui annoncent planter X arbres pour sans doute compenser, dans une logique de compensation carbone, plutôt que dans une logique de réflexion peut-être plus radicale sur le sujet du changement climatique. On voit aussi qu'il y a des questions techniques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas planter n'importe quel arbre n'importe où qui va changer le problème, parce que on a vu quelques articles de presse, de reportages justement sur des initiatives mal pensées, où on va replanter des arbres, mais pas la bonne espèce ou pas dans les bons endroits. Donc, quels seraient les ressources, éventuellement, ou les outils? Par exemple, je me mets à la place d'une fondation qui voudrait investir une partie de sa dotation, ou voudrait financer des projets intelligents justement de séquestration par les arbres. Quelles seraient les pistes ou les structures à aller voir concrètement pour avancer dans le bon sens? Basé en France, moi je peux vous recommander le GRS, la Fondation Good Planet et Pure Projet. C'est un peu les trois qu'on considère comme un gage de sérieux, avec des modes économiques différents derrière et des structures différentes. Donc Fondation Good Planet, Pure Projet et le GRS. D'accord, très bien.
Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me tourne aussi vers ma collègue Éléonore. Je crois que, je ne sais pas si elle a des questions pour nos intervenants. Il y avait sinon une question de Niels qui Oui, tout à était fait. destinée initialement à Édouard, mais qui garde toute sa pertinence là, maintenant qu'on ouvre le débat plus largement sur le caractère démocratique de la philanthropie et de la place de cette démocratie dans la lutte contre le changement climatique. Oui, en fait, je pense que cette question rejoint un peu ce qu'a commencé à traiter Édouard dans sa présentation. Effectivement, comment est-ce qu'on peut, peut-être en tant qu'acteur associatif ou fondation, comment est-ce qu'on peut concrètement travailler avec les communautés locales, avec les populations pour que justement ce sujet ne soit pas imposé d'en haut de manière technocratique, mais puisse infuser d'en bas avec des initiatives. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette émergence de projets liés au climat dans les villes, dans les campagnes? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus, Édouard et Alexandre, sur la manière dont on peut aider ces communautés à se structurer, peut-être en France, peut-être en réfléchissant à ce qui se fait de bien dans d'autres pays? Et des participants auront peut-être aussi des expériences à partager. Il me semble avoir vu que, oui, Tobias Troll de Edge était dans l'appel et je pense qu'il serait peut-être une bonne personne pour en parler. Mais effectivement, je pense qu'il y a des expériences intéressantes qui mobilisent notamment des acteurs du réseau Edge, mais Ariadne aussi, dans cette sorte de… Notamment, enfin, il y a un fonds qui s'appelle Fund Action. Donc, c'est carrément de créer un fonds qui est co-géré par les acteurs et non pas les fondations. Donc, c'est quelque part faire confiance aussi aux acteurs pour gérer des fonds philanthropiques et ensuite les redistribuer, identifier en fait les bons acteurs à financer. Donc, il y a plusieurs exemples intéressants de ce point de vue-là. Après, je pense que ce qu'il faut aussi, moi, sur cette question de la démocratie, effectivement, je pense que c'est une question fondamentale, mais je pense qu'il faut aussi que mais c'est peut-être le seul reproche que je ferais à Edge et à d'autres, ce type d'acteurs, c'est aussi, je pense que parfois, c'est aussi plus facile de responsabiliser des acteurs de terrain. Je pense que les fondations en tant que telles ont aussi un rôle à jouer et aussi ont une responsabilité à prendre. C'est-à-dire qu'une fondation, elle est aussi en capacité d'avoir une vision globale du champ. Elle est en capacité de fixer aussi des grands axes ou de proposer des grands axes de travail. Donc, moi, je vois, et je pense que des initiatives comme la Chorus Foundation aux États-Unis, des projets qu'ils mettent en place sont intéressantes parce que justement, la fondation, elle donne beaucoup de pouvoir aux acteurs de terrain qu'elle finance, mais en même temps, elle assume aussi son rôle et elle est partie prenante à part entière et elle assume aussi ses responsabilités en tant que financeur. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de ce qui me semble très important pour justement avoir aussi un impact. Parce qu'au fond, je pense qu'il faut malgré tout, et c'est là aussi où je trouve que l'initiative Climeworks est quand même intéressante, il faut essayer d'avoir un impact, il faut essayer de contribuer à changer les choses. Bien, merci Edouard. Je vois qu'effectivement, nous avons Tobias de Edge Funders Alliance. Tobias, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez allumer votre micro et effectivement commenter sur ce qu'on vient d'échanger. Merci beaucoup. Désolé, j'ai mis mon logo sur l'écran parce que j'étais en train de manger pendant le webinaire qui est très intéressant et content de vous voir tous. Donc effectivement, je crois, Edouard a tout à fait raison, la collaboration avec les acteurs du terrain et donc du coup une approche participative dans le financement est essentielle parce que c'est là où les gens sont le plus proches au problème. Et Chorus, qui est aussi membre de Edge Funders Alliance aux États-Unis, est un très bon exemple. Donc, eux, ils ont identifié des communautés vraiment en première ligne dans la transition énergétique. Donc, en Kentucky, dans une région de minière de charbon, en Californie, à côté d'une raffinerie de pétrole,
etc. Et il travaille sur la longue durée, sur 10 ans. Donc, il y a des financements qui sont garantis sur 10 ans, sur base de projets soumis, appel à proposition, etc., qui est un peu le fonctionnement habituel des fondations, mais vraiment dans des partenariats approfondis avec plusieurs acteurs sur place, des groupes de jeunes, des syndicats, des groupes de femmes, des agriculteurs, des travailleurs, etc., pour mobiliser ces communautés et aussi après montrer un exemple d'une transition qui est possible. Donc, c'est aussi un aspect exemplaire, hein, parce qu'évidemment, même si c'est voilà, une fondation qui n'est pas forcément la plus petite ou la plus pauvre, mais il ne peut pas faire la transition énergétique des États-Unis, évidemment. Hein. Donc, il cible sur des endroits géographiques bien précis. Et ce qui est très intéressant aussi, il y a une mise en réseau entre ces communautés. Donc, il y a une au Alaska, une au Kentucky, une en Californie, la quatrième, j'ai oublié. Mais il y a une mise en réseau aussi pour échanger les pratiques et donc, du coup, renforcer ce mouvement. Parce que l'élément du movement building, hein, donc de créer des mouvements ancrés dans la pratique, dans les sociétés, est essentiel. Et Fund Action en Europe, c'est un autre exemple d'un fonds radical dans son fonctionnement, hein, participatif, qui est géré entièrement par des mouvements sociaux sur tous les continents, mais qui est aussi basé fortement sur des principes de participation, pas uniquement dans le financement, mais aussi dans toute la stratégie de ces fonds qui est entièrement géré par des acteurs du terrain. Bien, merci Tobias pour ce complément d'informations. On a donné quelques liens dans le chat et merci à tous effectivement de partager vos liens. C'est vrai que c'est l'occasion puisqu'on a plusieurs participants qui sont déjà impliqués sur ces questions. Je voulais éventuellement me recentrer peut-être sur des questions concrètes pour nos intervenants. J'avais repéré une question sur le 1% for the Planet, qui est une question qui a été posée pendant la présentation d'Edouard. Bon, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'allient pour essayer d'apporter des réponses à ces questions-là. Je ne sais pas si Alexandre ou Edouard, vous avez des exemples comme ça d'initiatives, peut-être plus d'entreprises qui sont pertinentes ou qui vous paraissent intéressantes à citer ou à commenter. Je ne sais plus si Alexandre est là. Oui, je suis là. C'est juste de mettre tout. En fait, c'est jamais une mauvaise chose d'avoir 1% pour la planète, même si j'aime pas l'expression, parce qu'en fait, c'est pas tellement pour la planète qu'on fait ça, c'est pour les sociétés humaines. Donc, il faut faire un peu attention au vocabulaire. Après, si c'est, je suis peut-être un peu trop cynique, mais si c'est 1% for the planet et puis 99% against the planet, ça pose un problème. Qu'on fait les discussions autour de Jeff Bezos. Donc, malheureusement, en fait, les initiatives les plus intéressantes que je connaisse, elles ne sont pas publiques parce qu'en fait, ça implique tellement de transformations pour les entreprises que ça va mettre un peu de temps avant qu'elles se positionnent. Et en général, il n'y a pas de méga annonce sur tiens, je vais commencer à me positionner sur tel marché, tiens, je commence à me prémunir de certains risques. Et il vaut mieux que j'ai déjà ma stratégie en place avant que je commence à dire à mes investisseurs que j'avais un risque. Parce que si je dis que j'ai un risque mais que j'ai rien en face, on va me poser des questions. Et donc, j'ai l'impression que les gens qui ont plus compris le problème sont aussi les plus prudents. Et donc, pour l'instant, je peux vous donner un exemple plus français. Quand vous avez le patron de Danone qui fait beaucoup d'annonces, et je ne conteste pas du tout son envie de bien faire. Je me pose simplement des questions sur la place de l'eau en bouteille dans un monde bas carbone. Je me pose la question de la place des élevages bovins et des produits laitiers dans ces quantités-là
dans un monde très bas carbone. C'est des contradictions qui malheureusement vont mettre. Il va falloir s'y habituer parce qu'on est pris on est toutes et tous pris dans une technostructure qui essaye de nous enfermer là-dedans. Et donc, il va falloir jouer des coudes, trouver des marges de manœuvre et lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc, je dis ça de manière très critique pour que vous puissiez relativiser. Ensuite, il faut se dire qu'au niveau des individus, chaque pas compte. Maintenant, c'est quand on cherche à faire société qu'il faut arrêter les petits pas. Ce n'est pas une politique publique à la hauteur de dire qu'il faut éteindre la lumière. Après, peut-être que ça fait des annonces qui marchent à l'international, mais en attendant, en termes de résultats, c'est peanuts. Et j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait les deux mots qui apparaissent dans le nuage, urgence, transition. Pour moi, les politiques de transition, on avait le temps dans les années 70, 80, 90. Là, on voit déjà les effets du changement climatique. C'est des politiques d'urgence dont on a besoin. Et ça, c'est plus les mêmes du coup. C'est plus les mêmes. On est sur des mécanismes. Un jour, c'est possible. Le lendemain, c'est plus possible. Et là, il y a une énorme opportunité grâce au Covid, c'est que ça vient changer nos imaginaires en termes de qu'est-ce qui est possible ou pas. Je vous donne un exemple très simple. Avec un client dans le luxe, j'animais un atelier chez eux en novembre. Et parmi les différents focus, il y en a un où, avec les pilotes de projet, on a tenté de les bousculer un peu plus en leur disant si demain l'État français se met en économie de guerre sur la lutte contre le changement climatique, comment est-ce que vous pouvez changer votre appareil productif pour être utile à la transition ? Les levées de boucliers, mais qu'est-ce que c'est que cette question? C'est n'importe quoi, vous ne vous rendez pas compte. Hop, quelques mois après, secteur du luxe, on leur demande de faire du gel hydroalcoolique et des masques. Parce qu'on se dit, il y a une crise sanitaire, donc une crise écologique, si on y croit vraiment, en fait, il faudrait quasiment qu'on en parle aussi souvent et que ce soit la discussion permanente sur qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble pour résoudre ça. J'ai complètement divergé par rapport à la question. C'était une digression intéressante et utile, Alexandre. Je vois que nous avons encore 10 minutes. Il y avait peut-être avant de passer la parole à Anne-Claire pour conclure, encore peut-être une ou deux questions. Je vois une question de Marie-Stéphane Maradec sur justement la question des investissements, et ça rejoint justement la question de Benjamin Gicot sur le Divest Invest. Concrètement, une grande partie des fondations au niveau international sont des fondations qui ont des dotations, donc elles investissent en fait sur les marchés traditionnellement ou en obligations ou parfois en immobilier leurs dotations. Et donc il y a tout un mouvement aujourd'hui pour savoir comment ces fondations peuvent en fait mettre leurs investissements en accord avec leurs valeurs et en accord avec les objectifs du 2 degrés, quoi, de l'accord de Paris. Donc concrètement, comment est-ce que quand on a une fondation, on peut trouver des produits financiers, des investissements qui soient compatibles avec les accords de Paris, qui soient vraiment bas carbone? Est-ce qu'il y a des guides, des agences de notation, des choses qui peuvent, ou tout simplement des priorités qui peuvent être intéressantes de consulter? Je pense à Edouard notamment, à l'outil de ClimateWorks là, sur le fameux Sudoku. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être utiles pour les fondations pour savoir comment mieux investir le patrimoine sur lequel elles reposent? Alors justement, effectivement, je pense que le point, moi, le seul dont je suis vraiment au fait, c'est effectivement l'initiative Divest Invest qui a été portée, notamment, il me semble, 350.org était impliqué dans ça. Et du coup, effectivement, ils ont quand même réussi à faire en sorte que plusieurs grandes fondations, je crois que Rockefeller en fait partie, se sont engagées à ne plus investir leurs fonds de dotation dans des industries ou les énergies fossiles. Donc ça, c'est un exemple, je pense, très concret et j'imagine que vous pouvez trouver aussi, à travers cette initiative d'Invest Invest, vous réussirez à trouver, je pense,
des idées, ou en tout cas peut-être aussi des spécialistes qui pourront aussi vous offrir en fait leur avis sur où placer son argent. Alors après, sur cette question justement des dotations, pour revenir encore une fois à l'exemple de Chorus, je pense que Chorus est aussi intéressant dans le sens où ils ont, leur fondation elle-même s'est fixée une date, en fait une durée de vie fixe. Donc c'est-à-dire que, alors je ne sais plus quelle est l'année, mais en gros, plutôt que, donc pour ne pas être aussi quelque part à confronter à cette question de où on investit notre argent, eux, ils partent du principe que tout l'argent dont ils disposent, il faut qu'ils le dépensent. Et ils partent aussi du principe, du coup, que leur fondation, finalement, son rôle, ce n'est pas de se perpétuer à jamais, c'est finalement de faire en sorte que l'argent aille sur le terrain le plus vite possible. Parce qu'aux États-Unis, l'un des gros problèmes aussi, c'est que la loi, il me semble, fixe un seuil. Donc, il faut que les fondations investissent au moins 5% de leurs fonds, donc redistribuer au moins 5% de leurs fonds, ce qui est une somme ridicule, en fait, quand on y pense, et compte tenu, encore une fois, et là c'est encore un mot qui est ressorti, de l'urgence du problème. Je pense qu'au contraire, il faudrait justement aussi penser à se dire, bon, bah, comment faire pour que les fondations mettent plus que 5% de leur fonds de notation sur le terrain, compte tenu, encore une fois, du fait que le problème, la crise climatique, elle est là, en fait. Et donc, c'est dans les 10-15 prochaines années, on va dire, que l'on va ou pas réussir à même préserver une chance d'être sur la trajectoire des 2 degrés. Donc là aussi, je pense que Chorus serait aussi un cas intéressant parce qu'il pose vraiment des questions aussi fondamentales sur ce qu'est une fondation et sur finalement cette question de savoir est-ce qu'une fondation elle est faite pour durer à jamais, en fait. Ou est-ce qu'au contraire elle doit avoir une durée de vie. Voilà. Donc ça c'est aussi un exemple qui m'est venu Oui, Edouard, ça nous rappelle, enfin je me tourne vers Anne-Claire, mais c'est vrai que c'est un des aspects dont on discute aussi dans notre livre vers une philanthropie stratégique, où justement une des dimensions importantes de la philanthropie, c'est de se poser la question de l'horizon temporel de son action, et donc quand on est une fondation, voilà, de cette question voilà, est-ce qu'on a une durée de vie limitée comme c'est en fait historiquement le modèle de la plupart des fondations, ou est-ce qu'au contraire on a la possibilité, dans certains pays c'est difficile en termes légal et juridique, dans d'autres c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on a la possibilité de avoir une fondation avec une dotation qui peut être consomptible, ou parfois des fondations sans dotation? C'est vrai qu'en Europe on a plutôt des modèles de flux, là aux États-Unis le modèle de stock de capital des fondations est plus développé. Donc voilà, je pense que la question du climat, pour faire la transition avec Anne-Claire, je pense que la question du climat est d'une telle voilà, magnitude et urgence que elle fait peut-être se reposer la question de l'utilisation même du patrimoine et des dotations des fondations. Merci en tout cas à tous pour vos questions et pour vos contributions sur le chat. C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses à aller creuser. Anne-Claire, je te transmets peut-être la parole pour les 5 dernières minutes de notre conférence. Oui, et je vais réafficher les slides pour avoir quelques éléments en plus. Même pas forcément 5 minutes. Moi, je voulais faire plusieurs choses. D'abord, remercier vraiment très sincèrement Edouard et Alexandre pour cette conversation extrêmement éclairante. Très clairement, on aurait aimé pouvoir continuer la conversation plus longuement, mais je trouve effectivement que la grande puissance aussi de ce système de séminaire en ligne, c'est qu'on a une forme d'immédiateté de la mise en commun des outils, de références qui sont très utiles pour tout le monde. Donc ça, c'est extra. Alors, je vais continuer dans le sens de ce partage d'informations. D'abord, Arthur l'a évoqué brièvement, mais je montre aussi l'ouvrage vers une philanthropie stratégique dans lequel on discute non pas spécifiquement des enjeux climatiques, mais de la question de comment mettre une stratégie philanthropique en phase avec les besoins de la société. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un outil de ce livre qui peut être utile pour qui réfléchit à ce sujet. D'autres outils intéressants que sont à la fois, alors le MOOC Philanthropie, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qu'on a produit il y a quelques années sur Coursera, mais on vous propose également
un nouvel outil coproduit avec Carbone 4, avec Alain Grandjean et Alexandre, sur le climat spécifiquement. Donc, ce MOOC va être, sortira demain. Donc, allez-y demain, à partir de demain, vous pouvez vous inscrire sur Coursera pour le suivre. C'est un MOOC qui a été coordonné par notre collègue Thierry Sibieude. Et puis, par ailleurs, précisément pour pouvoir aller plus loin sur ces questions, plus largement de la philanthropie stratégique et de la stratégie en philanthropie, on vient de sortir une série de podcasts sur le sujet. Un premier podcast est déjà sorti et vous allez avoir le lien sur le chat sur la thématique de la valeur en philanthropie. Le 29 septembre sortira l'épisode numéro 2 sur le cadre logique. Donc voilà, on essaye de jouer notre rôle à l'ESSEC de contributeur et de producteur de réflexion de matériaux pour équiper tous les acteurs de terrain pour agir aussi efficacement que possible. Vous avez donc le live tweet Cher Phil qui a été aussi disponible. Un grand merci à Gaëtan qui l'a animé. Un grand merci à Éléonore qui a été vraiment déterminante dans l'organisation de ce séminaire, mais aussi dans la production, et on est en train de finaliser un article qui, on l'espère, sera publié prochainement, précisément sur ce thème de philanthropie et climat, et c'est Éléonore qui a été beaucoup aux manettes. Donc voilà, continuons la conversation. On vous donne rendez-vous pour le Lunch and Learn numéro 39 dans quelques semaines. Le sujet est encore en cours de définition, mais on est ravis de vous retrouver régulièrement et on vous dit donc à très bientôt. Merci à tous, à bientôt, bon après-midi et merci encore à nos intervenants. Merci.